On commence un peu tard, mais vous nous excuserez parce qu'il y a eu un certain nombre de petits détails à régler. Dans cette table ronde consacrée à l'immigration, en fait, elle est consacrée en particulier à un ouvrage collectif qui a été édité chez la maison Dar Tawhidi, et l'ouvrage il a été coordonné par le professeur Bachir Hamdouche, qui est à la fois qui a exercé pendant un certain temps au niveau de l'Institut des sciences appliquées de l'information à Rabat, et qui a été également enseignant en France pendant un certain temps. Et à la fois, il est comme formation, à la fois il est économiste, il est statisticien, et il s'intéresse à l'immigration. Il s'est intéressé au cours de son parcours à ce domaine. Et dans le cadre de ses enquêtes, ses recherches, il s'est engagé pour la cause parce que le problème de l'immigration se pose tant au Maroc qu'à l'étranger sous un certain nombre de problèmes et de questions. Et à ce propos, il a coordonné une table ronde, un colloque en 1914, le 20, le 21, 1914. 2014. En 2014. Et sa contribution a été à la fois de faire un certain nombre d'approches par rapport à la question, mais autour de la problématique de l'avenir de l'immigration. Un thème qui est d'actualité forcément, parce qu'aujourd'hui, au niveau des pouvoirs publics, il y a une certaine conscience de la nécessité d'avoir des politiques publiques autour de l'immigration, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années déjà. En même temps, la problématique, elle est d'actualité parce que au niveau international, il se trouve à l'ordre du jour des congrès, des sommets, etc. qui se trouvent. Il y a le volet africain dont vous avez suivi le développement avec la lettre royale, la participation du Maroc autour de ce dossier. Mais il y a aussi tout ce qui fait les relations maroco-européennes dans tout leur ensemble ou par pays. Et puis il y a le fait que c'est d'actualité parce que le Maroc est en train progressivement et dans la stricte en fait discrétion est en train de devenir un pays d'accueil pour un certain nombre de migrants qui arrivent soit du nord soit du sud, et qui constituent déjà une communauté assez imposante au niveau de la société, même si l'ordre de grandeur n'est pas celui de ce qui se passe en Europe par rapport, par exemple, à un pays comme l'Italie, où la proportion des populations migratoires est différente, etc. Migrantes est différente. Dans cette table ronde consacrée à cet ouvrage, on va répartir la parole. D'abord, je vais m'adresser au professeur Hamdouche parce que, du fait qu'il a coordonné, il devrait un peu présenter l'ensemble des axes particuliers consacrés dans cet ouvrage à la question de l'immigration. Par la suite, je vais donner la parole à notre ami Hicham, et dans ce contexte-là, il s'exprimera autour du positionnement aujourd'hui imposé par la question de l'immigration dans le contexte de l'avenir
qu'est-ce qui va se passer pour le futur et que peut faire la société civile, étant donné qu'il est un acteur important de cette question. La société civile marocaine, que peut-elle faire pour faire développer l'approche de la question de l'immigration au niveau national et dans ses rapports avec le monde? Voilà, donc par la suite je donnerai la parole à la salle. Chacun pourrait alors formuler ses observations. Je crois que en termes de données, la parole importe de Si Hamdouche et c'est à lui que je vais céder la parole pour qu'il en parle. Merci Siznaghi. Je remercie d'abord le CNDH pour nous avoir invités à son stand pour présenter cet ouvrage qui est le fruit d'un colloque international. Et les communications, on a fait une sélection des communications, il y en avait beaucoup plus. Il y a une quinzaine de contributions dans cet ouvrage. Au colloque, il y en avait beaucoup plus, mais après sélection, on a retenu celles qui représentent le plus ou qui avaient. Et puis, il y a toujours un processus de sélection au niveau de la publication. Alors, l'ouvrage est composé de 4 parties. 2 parties traitent du Maroc. Une, c'est la première partie, l'impact des crises sur l'immigration internationale au Maroc. Des crises. Ça, c'est une question qu'on pourra discuter. On parle des crises, pas de la crise. Des crises parce qu'il y a eu la crise économique de 2008 qui a touché la plupart des pays, dont le Maroc. Il y a eu la crise politique dans la région, les crises politiques dans la région, les crises culturelles, la crise climatique, etc. Donc il y a un ensemble de crises et ces crises ont un effet sur les migrations. C'est pour cela qu'on se pose la question. Donc, première partie traite des causes des migrations, de l'impact des crises sur les migrations au Maroc. Et on traite dans cette partie-là, donc, différentes contributions directement sur le Maroc, l'évolution des causes des migrations, l'impact de la crise, mais aussi l'impact de la crise sur les migrations dans les pays, certains pays d'accueil. On en a sélectionné 2. Les deuxième et troisième pays d'immigration de la population marocaine, l'Espagne et l'Italie. Et de voir comment cette communauté a évolué dans ces pays et l'évolution aussi de son profil, le profil des migrants, des causes de la migration, des retours éventuels, etc. La deuxième partie traite encore du Maroc, mais c'est de l'impact de la migration sur le développement au Maroc. Une des choses intéressantes, parce que là, certaines des communications ont présenté les résultats de travaux de recherche de terrain. Par exemple, la communication que j'ai présentée avec un collègue sur l'impact de la migration sur le bien-être, sur le niveau de vie des populations au Maroc. Un des résultats saillants, c'est que la migration a permis aux populations qui sont liées à la migration, donc les familles, nous disons en tant qu'enquête de terrain, statisticien, les ménages qui sont restés au Maroc, c'est pas seulement la famille, donc qui ont un migrant à l'étranger, qui ont un migrant de retour ou qui ont un immigrant. Quel est l'effet de la migration sur ces ménages? On s'est rendu compte que la migration permet à ces ménages d'avoir un meilleur niveau de vie en moyenne
que les ménages qui ne sont pas affectés par l'immigration, qui n'ont pas de relation avec la migration. C'est un des résultats. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, ça a fait l'objet d'une autre publication à part de l'impact de la migration au Maroc, que ce soit immigration, retour ou immigration. Il y a eu aussi une communication intéressante sur l'évolution des étudiants marocains, leur profil, les raisons de départ, de retour, etc. La troisième partie de l'ouvrage traite des expériences et politiques nationales, migratoires nationales d'autres pays. Et là, c'est une des parties peut-être les plus intéressantes. C'est de voir comment les diasporas ont pu ou peuvent jouer un rôle dans le développement des pays d'origine. Des pays d'accueil, cela va de soi, mais des pays d'origine. Parce qu'il y a tout un débat. La migration touche des personnes non qualifiées et des personnes qui sont très qualifiées. Ce qu'on appelle les cerveaux, l'exode des cerveaux. Et les pays en développement qui ont investi dans ces cerveaux, dans ces personnes hautement qualifiées, quand elles partent à l'étranger, ils ont une perte sèche. Ils ont investi, ce qu'on appelle le capital humain, ils ont investi dans ces personnes et ces personnes produisent ailleurs, dans d'autres pays. D'autres pays qui, de surcroît, sont des pays riches. Donc, ce sont les pays riches qui profitent de l'investissement fait dans des pays pauvres. C'est l'un des problèmes qui se posent au niveau international. Bon, maintenant, vous allez me dire, ces personnes sont dans ces pays, transfèrent de l'argent dans le pays d'origine. Oui. Est-ce que ça compense suffisamment? Il y a une autre retombée positive, c'est que ces personnes peuvent aider par leur savoir-faire, le savoir acquis à l'étranger, le pays. Quand ils sont de retour, certainement. Maintenant, la nouvelle idée, c'est qu'ils peuvent rester dans le pays d'accueil, mais en même temps contribuer au développement des pays. Mais la meilleure façon de contribuer, c'est de retourner. Encore faut-il qu'ils le fassent. Donc il y a des politiques dans différents pays pour cela. Ça va de la Chine à l'Inde, à l'Amérique latine. Beaucoup de pays ont des politiques dans ce domaine. C'est des politiques complexes qui ne donnent pas toujours des résultats. Parce que c'est un phénomène complexe. La migration en elle-même avec ses causes et les retours aussi. Donc on a un phénomène qui est complexe. Chaque pays a sa politique. Le Maroc n'a pas jusqu'à présent de politique dans le domaine. Politique de retour n'existe pas. Donc, c'est quelque chose auquel il faudrait peut-être penser, de voir comment cette diaspora peut contribuer au développement du pays. De loin, ça semble difficile. Mais avec les retours, peut-être. Voilà. Un des aspects. Donc on a les expériences d'autres pays qui ont été données. Donc ça va c'est des gros pays comme l'Inde ou la Chine, à l'Afrique du Sud, au Venezuela, au Mexique. Des expériences d'autres pays sont données. C'est très riche. La quatrième et dernière partie traite des tentatives de politique migratoire qui ne sont pas nationales, mais régionales, ou menées en partenariat avec d'autres pays, notamment entre les pays de départ, d'origine, et les pays d'accueil. Donc, pour l'Afrique, d'une manière générale, le Maghreb en particulier, c'est l'Europe qui est le principal partenaire. Donc, comment avoir des politiques ensemble, menées ensemble? Cela ne s'est pas fait jusqu'à présent. Il y avait des politiques nationales où, quand il y a des relations entre, par exemple, l'Europe et des pays du sud de la Méditerranée, et quand je dis sud de la Méditerranée, c'est non seulement les pays du Maghreb ou d'Afrique du Nord, et à travers eux, c'est aussi les pays africains. L'Europe a toujours cherché à avoir des relations avec chacun des pays en face. Comme ça, le pouvoir de négociation est toujours en faveur de l'Europe, et il y a des problèmes à ce niveau-là. Et ces politiques ne marchent pas. Une des dernières choses qu'on a essayé de faire depuis 2013, que l'Europe a essayé de faire, c'est
ce qu'on a appelé le partenariat pour la mobilité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce partenariat pour la mobilité? Et notre ami et collègue Belgendous qui est là, avait dans ce colloque-là, et sa communication existe dans l'ouvrage, traité de cet aspect en essayant de décortiquer l'accord de partenariat pour la mobilité entre le Maroc et l'Union européenne. Ce que cherchait l'Union européenne, c'est que non seulement les Marocains qui sont en situation irrégulière retournent, pas seulement cela, ça le Maroc l'a accordé pour ses ressortissants, mais aussi pour les populations d'autres pays qui ont transité par le Maroc, qu'on appelle les subsahariens, donc d'obliger le Maroc à accepter que ces personnes puissent retourner au Maroc, que le Maroc les accueille. 2 accords ont été signés au niveau du Maghreb, la Tunisie en premier, tous les deux en 2013, mars 2013 pour la Tunisie, juin 2013 pour le Maroc, et aucun des pays n'a accepté de recevoir ces migrants que l'Europe voulait expulser. Donc on en est là. Maintenant, que faire? Quel est l'avenir de ces migrations? Que faire? Que peut-on attendre de l'avenir des migrations? Avec la crise, ou les crises, on s'est rendu compte que les migrations, les flux des migrations économiques vers l'Europe avaient baissé. Il y a eu même des retours, se sont accélérés. Et certains Européens sont même venus dans des pays du Sud et Est de la Méditerranée, le Maroc par exemple, ou la Turquie, parce qu'il y avait plus de chômage en Espagne par exemple, sont venus vers ces pays-là. En dehors de cela, dire qu'est-ce qu'on peut faire après la crise, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi? On s'est rendu compte qu'après toutes les crises économiques mondiales, il y a eu, après cela, une reprise de la migration. C'est normal, parce que la migration est un phénomène naturel des êtres humains, cette mobilité. D'accord. Donc, il y a ce phénomène-là qui se produit d'une manière naturelle. Donc, on peut s'attendre à une reprise. Mais l'Europe a déjà reçu, en 2015, plus d'1 million de migrants, notamment en Allemagne. Donc, il faudrait que les pays qui ont reçu ces migrants, notamment l'Allemagne, digèrent, si on peut dire entre guillemets, déjà ces réfugiés et migrants. Par la suite, ils auront besoin, parce qu'il y a un problème de différentiel démographique entre l'Europe d'un côté et le continent africain de l'autre. Donc forcément, on y reviendra. Mais dans quelles conditions? Est-ce qu'on va avoir des politiques concertées? Ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. Toutes les tentatives ont échoué. Ça ne peut se faire que si, par exemple, l'Afrique parle d'une seule voix. On a parlé d'une alliance africaine. Le Maroc a parlé d'une alliance africaine pour la migration pour le développement. Maintenant, on parle du pacte mondial. Au niveau de l'Union africaine, le Maroc a été désigné pour être le porte-parole de positions unifiées de l'Afrique. Si l'Afrique arrive à avoir des positions unifiées, elle pourra négocier avec les autres continents, notamment l'Europe, et au niveau international, en ayant plus de poids et qu'on puisse considérer plus ses positions. Je vous remercie. Tout à l'heure, si vous avez d'autres questions, on y reviendra. Il y aurait beaucoup à dire. Merci. Merci, Sidi Bachir. Et juste avant de passer la parole à Hicham, je voudrais signaler un certain nombre d'éléments qui figurent dans cet ouvrage et qui lui donnent tout l'intérêt que nous voulons d'ailleurs lui consacrer. La première des choses, c'est que la question de crise a été traitée dans cet ouvrage et la tentative de définir ce que sont ces crises, ce que représentent ces crises. Comment peut-on identifier ces crises par rapport au phénomène de l'immigration? Et il y a une certaine lecture qui ramène cette notion de crise aux difficultés économiques des pays émetteurs. De mon point de vue, je voudrais formuler une petite remarque par rapport à cette question en disant que, en fait, la migration est un phénomène tout à fait naturel, humain, qui a toujours existé
et que donc il ne serait pas justifié par une aggravation d'une crise économique dans un périmètre géographique particulier ou pas. Ce qui est sûr, c'est que il y aura toujours des immigrés contre toutes les tentatives de restriction qu'essaie de faire et toute la peur qu'on crée autour de la question migratoire et tout le discours qui circule autour de la haine ou de la terreur. Il se fait que chaque année, il y a des gens qui partent et qui arrivent à passer et qui vivent là-bas de façon régulière ou sans papier. Ils sont là-bas et c'est un problème qui est récurrent et qui ne s'arrêtera pas. De même, il y a même aujourd'hui un autre élément, celui du fait que les Marocains commencent à recevoir aussi des immigrations dans tous les sens, des Chinois, des Asiatiques, des Philippins, jusqu'au le sud de l'Afrique, etc. Donc la première remarque, c'est ça, la crise, au-delà des crises, mais les crises ne sont qu'un prétexte en fait et des éléments de discours. La réalité, c'est que l'immigration est un phénomène qui va durer et qu'il est sérieux de le prendre très au sérieux pour aménager des politiques publiques autour. La deuxième chose, c'est que dans cet ouvrage, on parle d'immigration, mais et ça c'est à l'avantage de l'ouvrage, je tiens à le souligner, les auteurs ont essayé de mettre en valeur l'hétérogénéité du phénomène. Il n'y a pas une immigration, il y a des immigrations. Et cette immigration multiple, elle a un certain nombre d'expressions. Il y a les saisonniers, il y a les gens qui ont leur papier, qui vivent dans des pays de... Et il y a aussi ceux qui n'ont ni papier ni rien, mais vont dans l'illégalité à travers soit des circuits de fortune ou même des réseaux criminels. Voilà. Donc il faut voir les choses de cette manière-là et essayer d'aménager par rapport au phénomène la gamme et la panoplie des choses qui s'accommodent avec l'un ou l'autre des cas. La troisième remarque, c'est que l'ouvrage a consacré un passage intéressant au retour, à la question des retours. Et donc des immigrés qui sont partis à l'étranger, marocains, et qui reviennent. Et il y a une enquête même sociologique autour de leur évolution au Maroc, et avec un questionnaire et des résultats, ce qui est intéressant à connaître. L'ouvrage aussi, dans le développement de son analyse, en deuxième partie, a présenté le cas des étudiants. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de travail, d'études et d'enquêtes, ni de publications autour de la question des étudiants marocains ou étrangers qui vivent au Maroc et qui font leur vie au Maroc. Mais cette catégorie d'étudiants n'a pas souvent l'occasion d'être examinée, étudiée et voir son parcours. La question est d'autant plus importante que, vous le savez, il y a à peu près, même pour les diplômés au Maroc, ceux qui sont, il y a une proportion de 15 à 20% qui partent à l'étranger. Donc il y a déjà ceux qui sont à l'étranger qui ne reviennent pas, et il y a ceux qui partent. Et tout ce flux-là nécessite un peu à la fois des politiques assez intéressantes pour que le phénomène ne soit pas dans la mesure d'un danger et d'une hémorragie inutile de fonds et d'investissements publics. Mais l'ouvrage a l'avantage d'avoir présenté en même cette catégorie. Enfin, pour terminer, je voudrais signaler aussi que l'ouvrage traite en particulier du cas de l'Afrique du Sud, qui est un pays qui reçoit beaucoup de migrants, et en même temps
il a le problème aussi de sa propre hémorragie de cadres du pays vers l'Europe et l'Australie, etc. Donc c'était vraiment intéressant et c'est à l'avantage de ce travail qui a été fait. Et je crois que la problématique qui a été posée par l'ouvrage, qui date de 2014, est toujours valable, elle est toujours d'actualité et les mêmes questions sont toujours encore à l'ordre du jour. Je cède la parole à Hicham. Alors, moi, ce qui a attiré mon attention dans l'ouvrage, c'est un article particulièrement intéressant sur le rôle des organisations internationales. Malheureusement, c'est un article qui est écrit en anglais, mais la quantité d'informations qu'on y trouve sont extraordinaires et ils permettent de rendre compte de toute la transversalité de cette question qu'on dit complexe. En fait, cette complexité, à mon sens, est la conséquence de la transversalité de la question migratoire ou de la mobilité des personnes, parce qu'on touche à tout. On touche à l'économie, on touche à l'identité, on touche, entre guillemets, à la culture, on touche à la cuisine, on touche à l'altérité, on touche à la politique, on touche à énormément de choses. Et il est clair que aujourd'hui, ce sont des questions qui se posent avec acuité. Les organisations internationales, et c'est l'article sur l'Organisation internationale de la migration qui a mué pendant sa trajectoire. Il ne faut pas oublier qu'au départ, cette organisation a été créée pour promouvoir la liberté de circulation, notamment des personnes des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, qui étaient sous le joug des régimes communistes et qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir traverser les frontières pour aller vers les pays de l'Ouest. Et donc il y avait effectivement énormément de campagnes pour promouvoir la liberté de circulation et aussi pour faire un certain plaidoyer pour accuser les pays de l'Est d'être de grandes prisons, d'empêcher les gens de partir. Et à partir de 89, quand ce mur est tombé, et d'ailleurs cet article le rappelle, il y a eu effectivement une transformation dans le travail de cette organisation internationale qui est devenue une organisation qui gérait les flux migratoires jusqu'aux années 90, où il commence à s'intéresser un peu aux mobilités au niveau transnational et notamment dans les pays du Sud. Et là, on va voir un certain nombre de programmes qui promeuvent plutôt le rester chez soi, la dissuasion à l'immigration, et le fait que le chemin migratoire comporte un certain nombre de risques, avec à la clé des naufrages et des morts dans le désert, etc. Donc cette transformation est intéressante à observer aujourd'hui à travers cet article. Et aujourd'hui, à l'occasion aussi de la politique migratoire marocaine qui a été déclenchée à partir de 2013 et qui prend à son rythme de croisière à partir de 2015-2016, je pense que ce colloque a été très intéressant parce qu'il a permis de positionner le monde de la recherche, notamment issu du Sud, sur cette question, parce que l'essentiel de la littérature, à part les ouvrages bien sûr de professeur Belgendouz qui est avec nous, qui a été un des précurseurs pour parler de la question de l'externalisation depuis 2003, et à partir de ces années-là, mais on n'entendait pas énormément la réflexion, l'analyse des chercheurs des pays concernés par la mobilité transnationale. Le Maroc aujourd'hui devient également un pays d'accueil, il est un pays de départ, un pays de transit, mais tous les pays le sont. Et donc ce qui est intéressant de cet ouvrage, c'est de pouvoir aborder ces dimensions pluridisciplinaires et très complexes, avec bien sûr à chaque fois des lignes de tension qui se créent, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. On sait très bien que l'Union européenne, en tant que réseau,
se confronte à un certain nombre de réticences de la part de ses États membres, l'Allemagne par exemple, l'Espagne, la France, l'Italie. Et je rappelle juste la question des quotas suite à ce qui a été appelé comme étant la crise des réfugiés. Et par la société civile, on l'appelait la crise de l'accueil en réalité. C'est que ce fameux million de réfugiés syriens qui se sont installés en Allemagne, et il faut rappeler que l'Union européenne comporte un demi-milliard d'habitants parmi les plus riches de la planète. Et que le Liban et la Jordanie reçoivent beaucoup plus de réfugiés syriens que l'ensemble de l'Union européenne. Donc, à chaque fois, il faut garder cette dimension de comparaison, de critique, pour pouvoir bien décrire ces phénomènes. Et je pense que des articles de ces ouvrages permettent aussi de donner les clés pour comprendre ces enjeux-là. Aujourd'hui, la communication autour de cet accueil a été déclenchée avec une machine extraordinaire, avec des communicants qui ont fait cette promotion d'une manière énorme, mais on n'a pas pu aussi mettre en évidence l'effort qui est fourni par des pays frontaliers, des pays comme la Syrie, comme l'Irak et aussi comme l'Afghanistan. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de réfugiés afghans se réfugient en Iran aussi, donc autour de 3 à 4 millions de réfugiés, etc. Donc je pense que ce qui est intéressant de cet ouvrage, c'est pouvoir mettre en éveil pour dire il faut être alerte, interpeller le sens, interpeller les termes. La question, par exemple, qui est aussi intéressante sur la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants, qui est contraignante et qui a été signée essentiellement par des pays du Sud. Aucun pays du Nord n'a signé cette convention. Et au lieu de travailler sur une concrétisation de cette convention internationale, d'ailleurs l'une des rares qui a été proposée par le Sud, parce que le corpus du droit international a essentiellement été le fruit de dynamiques européennes, américaines, donc plutôt du monde occidental. Et cette convention-là, l'une des rares qui est à l'initiative des pays du Sud, n'a pas été ratifiée par les pays du Nord. Et donc aujourd'hui, en 2016, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose de contourner cette convention avec sa dimension, avec contraignante pour les États, pour réfléchir à des pactes mondiaux qui ne sont pas contraignants. Ça interpelle aujourd'hui, ça nous interpelle en tout cas au niveau de la société civile, et il y a matière à réfléchir. Pourquoi on a besoin de pactes mondiaux alors qu'on a la Convention internationale? Et c'est les pays du Nord qui se mettent souvent. Je parle surtout des pays qui se mettent dans la posture d'honneur de leçon souvent, sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur l'inclusion, la non-discrimination, l'égalité de traitement, etc. Aujourd'hui, ils se retrouvent face à ce dilemme. Et je vais finir par un autre dilemme. C'est en lien aussi avec les acteurs de la coopération internationale. Il est clair aujourd'hui que des acteurs de la coopération internationale, et notamment les agences publiques des États membres de l'Union européenne, se investissent avec force, pas seulement au Maroc, en Turquie, mais ils investissent dans tous les pays africains. Et il est absolument certain que leur objectif, c'est de bloquer les routes migratoires. Parce que leurs frontières aujourd'hui se trouvent au niveau de Nador et se trouvent au niveau de Ceuta et Melilla. La Suisse qui a rejoint Schengen n'a plus ses frontières classiques avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la France, avec le Liechtenstein aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais là, ses frontières aujourd'hui avec Nador, avec Melilla, avec Ceuta. Parce qu'à partir du moment qu'on traverse cette fameuse frontière, on peut se déplacer jusqu'en Suisse, jusqu'à Genève ou à Berne. Et donc, cette dimension d'analyse sur les investissements suisses ou allemands
qui augmentent, qui vont crescendo dans le domaine de la migration, mais également de manière plus globale dans d'autres domaines comme celui de l'environnement, des énergies renouvelables, etc., où on parle d'un plan africain pour développer le Maroc ou pour développer la Turquie, et là pour finalité aussi de renforcer des entempants qui collaborent dans la dynamique de stopper les flux migratoires, mais pas tous les flux migratoires. Et parce que le marché européen a besoin aussi de cerveau, il a besoin de certaines compétences, certaines capacités, etc. Et donc, d'où l'idée de ce concept qui est extraordinaire, et je vais peut-être finir là. C'est un concept qui est nouveau, qui est en vogue, vous allez en entendre parler pendant les prochaines années. C'est l'évaluation rapide de l'évidence. Alors, vous me dites, qu'est-ce que ça veut dire, l'évaluation rapide de l'évidence? C'est un concept qui a été inventé et qui découle d'une dynamique de coopération locale avec des organisations étatiques européennes qui vont s'installer dans des régions de passage, comme par exemple la région d'Arlet ou Agadez au Niger, ou à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, ou encore à Nador ou à Tanger, et il crée des liens avec des communes sur la base de programmes d'inclusion, de renforcement, etc. Mais ces liens-là, un jour, au moment où il va y avoir des flux pour des raisons évidentes, soit de conflit, soit de guerre, et il faut être en capacité de pouvoir déclencher tout de suite les processus pour créer des hotspots et bloquer les flux migratoires sur place. Donc l'évaluation rapide de l'évidence et les hotspots découlent de la même logique. D'ailleurs, quand on analyse la littérature aujourd'hui des organismes internationaux, je ne veux pas citer la GIZ, mais quand on analyse cette littérature, on voit que ce concept-là va de pair avec la question des hotspots. Les hotspots, ce sont des endroits où on stoppe les migrants, leur rend service. Ça peut être un accueil de jour, mais ça peut être aussi un centre. Et après, on fait les procédures d'asile pour les personnes qui veulent demander l'asile ou les personnes qui sont en vulnérabilité, etc. Et ça permet de faire des listings et voir ensuite quelles sont les personnes qui sont éligibles à entrer en Europe. Parce que l'Europe n'a pas... leur décision, c'est de ne pas accueillir tout le monde, mais accueillir les personnes qui leur sont utiles. Donc, ce genre d'ouvrage et de ce colloque sont intéressants parce qu'ils permettent justement, au-delà des questions locales et des questions nationales, de pouvoir avoir une lecture stratégique globale de ce qui est en train de se faire. Et notre expérience, et je promets de finir là, c'est que souvent même les acteurs, ces agences publiques qui travaillent dans des pays comme le nôtre ou au Niger, n'ont pas toute l'image, ils ont une partie du puzzle, mais souvent toutes les parties du puzzle se retrouvent à Bruxelles ou se trouvent à Berlin ou à Paris. Voilà. Merci Hichem. Et je voudrais ajouter tout simplement, avant d'offrir le débat au niveau de la salle, deux grandes idées. La première concerne la quatrième partie du livre qui a qui comprend à la fois la contribution de Bill Gunduz qui est parmi nous et qu'on aimerait bien entendre parce qu'il est dans la salle, il n'a pas été dans le programme, mais on voudrait bien l'entendre parler autour de sa contribution qui était très très importante dans le sens qu'il a mis en évidence un certain nombre de comportements frileux du côté européen, notamment l'excès de la notion sécuritaire et le peu d'intérêt concernant les droits humains. Et cette idée, elle a été également retenue dans la contribution de Habib Louizi, le Tunisien du groupe qui a participé à cet ouvrage et qui a lui aussi mis en évidence un certain nombre de remarques concernant l'approche négative en fait, qui se limite à des outils dissuasifs ou conçus comme dissuasifs
à la question de la migration. Et je pense aussi en deuxième axe à une question importante qui a été soulevée dans la phase de conclusion de l'ouvrage et qui tourne autour de trois éléments. Le premier élément, c'est la nécessité de toutes les façons de développer une politique internationale ou régionale de grande envergure. C'est l'Afrique, c'est la Méditerranée qui pourrait peut-être jouer un rôle dans la gestion de la question. Le deuxième volet, c'est la nécessité d'un système d'information parce que de toutes les façons, le phénomène reste largement maltraité et à défaut d'informations fiables qui n'existent pas toujours. Que ce soit en Europe d'ailleurs ou dans les pays émetteurs. La même chose aussi en termes de gestion de politique nationale. Il faut qu'il y ait absolument une gestion nationale des flux dans les deux sens, les flux de départ et les flux d'arrivée. Si un État ne parvient pas à développer une gestion des flux convenable et dans les termes qui aspirent au développement, au respect des normes des droits humains, etc., de toute façon, on va à l'impasse et on finit forcément par être bloqué. Maintenant, je voudrais avoir du côté de la salle, ceci dit, si Sibel Gunduz désire prendre la parole tout de suite, je serais heureux de l'écouter. Sibel Gunduz. Voilà. Bien. Donc, la parole est à la salle. Bismillah. Qui désire prendre la parole? Hein? Tout est clair. Tout est clair. Bon. Je céderai la parole à Si Hamdouchi pour Si Hamdouch. Pardon. C'est Béchir. Merci Shiznaghi. Je vous remercie pour vos commentaires. Je voudrais reprendre certains des commentaires et certains des aspects de l'ouvrage que je n'ai pas pu développer, qui ont été retenus par vous ou par Sir Rachidi. Revenir sur 2 ou 3 points seulement. Dans ce colloque et l'ouvrage en traduit l'esprit, c'est qu'on avait pour une fois une approche de la migration, une approche à partir des pays du Sud. Alors toujours, toutes les questions internationales sont traitées par des chercheurs du Nord à partir des intérêts du Nord. C'est pour la première fois qu'on a eu, ou une des rares fois, où il y a eu cette prise en compte et cette approche de la migration du point de vue des pays du Sud. Même si on avait des chercheurs du Nord. Il y avait des chercheurs français, italiens, espagnols. Puis le Sud, on a eu des chercheurs de tout le continent africain. Donc ça, c'est un des points intéressants. À propos du pacte mondial de la migration qu'on est en train d'élaborer au niveau des Nations Unies. Et il y a eu au Maroc des réunions au niveau africain, notamment à Skhairat, pour avoir une position commune des pays africains vis-à-vis de ces négociations internationales. Je suis d'accord avec Sir Rachidi. Le pacte ne présente pas une avancée, ne présentera pas une avancée par rapport aux accords internationaux. Mais ces accords internationaux n'ont aucune valeur, puisque comme vous l'avez dit, la convention, une des conventions importantes des droits des migrants et de leurs familles, cette convention n'est pas ratifiée, n'a pas été ratifiée
par aucun des pays d'accueil du Nord, hein, pas les pays du Sud. Et là, entre parenthèses, je rappellerai que finalement, la migration internationale, ce n'est pas une invasion des pays du Sud ou des populations des pays du Sud qui envahissent les pays du Nord. Par exemple, pour l'Afrique, plus de 80% des Africains qui quittent leur pays restent en Afrique. Ils sont dans les pays voisins. Ils ne sont pas en Europe. Donc l'Europe ne reçoit qu'une petite minorité de ces populations. Et encore, c'est une population dont ils ont besoin. C'est de la migration choisie, des personnes qualifiées. Par exemple, le million de Syriens et autres, principalement les Syriens qui sont arrivés en Allemagne. L'Allemagne, on le dit dans l'ouvrage, a une politique courageuse d'accueil, d'accord, mais aussi de l'intérêt bien compris. Nous avons affaire à une population qui est hautement qualifiée, généralement. Hein, ce sont toutes des personnes alphabétisées, la plupart ont des diplômes secondaires et supérieurs. Donc, beaucoup d'ingénieurs, de médecins, etc. Donc, ce n'est pas un cadeau. L'Allemagne a reçu un cadeau. Le problème, c'est qu'il fallait gérer cette arrivée massive d'un seul coup. L'Allemagne avait une politique pour recevoir 300 000. Voulait recevoir 300 000 migrants par an, qualifiés, choisis. Là, ils ont reçu 1 million. Donc, c'est plus de 3 ans d'accueil normalement. Mais c'est déjà passé. On est 2015, 2016, 2017. Ça y est, c'est terminé. Même si l'Allemagne devait choisir 300 000 par an, ils les ont maintenant. En 2017, ils ont reçu. Et c'est une manne. Donc, ceci est fondamental aussi à rappeler. Donc, le pacte mondial, l'avantage de ce pacte mondial quand il sera signé à la fin de l'année, aux Nations Unies, à New York, puis à Marrakech, la signature finale, en même temps que le Forum mondial sur migration et développement. L'intérêt de ce pacte mondial, c'est qu'il va être mondial. Tous les pays vont le signer. Donc, peut-être une force morale. Moi, personnellement, je ne suis pas tellement pour. J'étais pour une charte mondiale, pas un pacte. Par une charte à une force, comme la charte des Nations Unies, la charte du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, la charte de l'Organisation mondiale du commerce. Il n'y a que pour l'immigration que c'est le parent pauvre des échanges internationaux. Ça, on le crie sur tous les toits, mais les pays du Sud n'ont pas eu jusqu'à présent la voix au chapitre. Il faudrait qu'ils s'unissent pour avoir plus de poids dans ces négociations internationales. Autre chose qui a été évoquée, je ne voudrais pas monopoliser la parole, c'est à propos de cette approche négative de la migration. Dans le discours qu'a fait le Maroc, qui a été fait à Addis Abeba, au nom du chef de l'État, on a dit que la migration il y a le côté positif, plus que négatif. On le rappelle dans l'ouvrage, c'est très clair, tout le monde le sait. Les pays d'immigration en premier, ceux qui en ont bénéficié, ce qu'on a appelé les pays neufs, l'Amérique du Nord, l'Australie, etc. C'est très clair. Ils se sont développés grâce à la migration. L'Europe, après la guerre mondiale, les 2 guerres mondiales, surtout la seconde, sans la migration, on n'aurait pas pu connaître les 30 glorieuses. Non, c'est grâce à ces bras qui sont arrivés du Sud, essentiellement du Sud et de l'Est de la Méditerranée, qu'ils ont pu faire ça. Alors, cette migration pour les pays d'accueil, l'effet positif est clair, net. Le coût est pratiquement minime. C'est l'aspect positif, les bénéfices qui sont énormes. Pour les pays du Sud, les pays de départ, c'est plus discutable. Ceux qui perdent cette substance humaine, et de l'autre côté, on leur envoie des transferts. Et si jamais les migrants retournent, il y aura un transfert de savoir-faire. Mais peu retournent. Les transferts comparés au coût de cette population qui part, non pas seulement le coût économique, ça on sait le calculer, mais un coût humain, social, culturel, etc. qu'on ne sait pas calculer. Et il est énorme. Quand on voit des villages entiers dans le sud du Maroc, dans le Souss, ou dans le Rif oriental, où vous avez des villages entiers où il n'y a plus d'hommes. Vous avez des vieux, vous avez des femmes, vous avez des enfants. Les jeunes sont partis.
les éléments dynamiques sont partis, sont ailleurs, produisent ailleurs, vivent ailleurs. Donc ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème qu'il y a derrière. Très bien, j'ai terminé. Il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai terminé pour le moment. Je ne veux pas monopoliser la parole. Merci. Voilà, je remercie Serdouche et Hicham pour leur contribution de présentation de cet ouvrage. Je rappelle qu'il est possible d'assister à la signature de ce livre dans une des salles de ce stand. Et je cède donc, comme la salle n'a pas été très loquace, je céderai la parole à Hicham pour terminer et merci à vous. Oui, enfin, très rapidement. C'est clair que derrière migrants ou réfugiés, on occulte des trajectoires, on occulte des projets migratoires, on occulte, on essaie en tout cas d'occulter l'aspect humain, pourquoi les gens bougent. Chacun a ses projets, vous avez chacun un projet. Certains d'entre vous ont bougé dans le sens contraire, d'autres ont des projets pour y aller. Vos enfants peut-être ont des projets de faire. Et il est important qu'on garde cette dimension de trajectoire, cette dimension humaine qui est importante. Et ça, c'est notre rôle, c'est le rôle de la société civile. C'est aussi le rôle des chercheurs qui sont engagés, qui s'engagent. Parce que sur ces questions-là, quand on voit les conséquences des politiques qui sont mises en œuvre, on ne peut pas dire qu'en tant que chercheur, on va prendre du recul, on va être neutre pour pouvoir bien analyser. Il n'est pas question d'avoir cette neutralité sur des questions aussi dramatiques, avec des conséquences dramatiques pour les jeunes, essentiellement les jeunes, et je vais terminer par ça, parce que ceux qui bougent, dans la grande majorité, ce sont des jeunes. L'Afrique n'a pas su donner des réponses à ses enfants. Et pas seulement l'Afrique, beaucoup de pays de la planète. Et ces enfants, ces jeunes-là, et ils vont aller chercher l'aventure, soit pour trouver un espace de réalisation, soit pour vivre une trajectoire qu'ils ont rêvée, ou juste par curiosité des fois. Et donc il faudrait qu'on redimensionne cette question et qu'on remette les jeunes africains, les jeunes du monde au cœur de nos réflexions et au cœur de nos analyses. Voilà. Merci à vous. Merci à tous et à toutes et à la prochaine édition du Salon.